Des membres du gouvernement affirment au cours d'une conférence de presse que notre pays a conclu un accord définitif avec l'État frère du Koweït pour régler le dossier de nos dettes accumulées. Le Fonds national de soutien à la presse, à travers l'AP, prime les journalistes qui se sont distingués au cours de l'année 2021. Les centres de vaccination contre la Covid-19 connaissent une affluence notoire ces derniers jours. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Nous ouvrons ce journal par une bonne nouvelle. C'est le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger, le ministre des Finances, en compagnie de son homologue de la culture, de la jeunesse et des sports, des relations avec le Parlement et le porte-parole du gouvernement qui l'ont annoncé. Il s'agit de l'accord définitif entre notre pays et l'État frère du Koweït pour régler le dossier de nos dettes accumulées avec cet État frère. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue ce soir au siège du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement à Nouakchott. Compte rendu de Mohamed Khattat. Premier à prendre la parole, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar El-Dahi, a commencé par présenter l'ordre du jour de ce point de presse avant de s'effacer devant le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, et le ministre des Finances, M. Mohamed Lamine El-Dahabi, pour commenter le sujet. Non, sans oublier d'indiquer que cette rencontre avec la presse est relative au règlement définitif du dossier des dettes koweïtiennes datant de 40 ans. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, dira-t-il, vous donnera quelques notions sur le processus des négociations ayant abouti au règlement de ce dossier, alors que le ministre des Finances vous briefera sur les tenants et les aboutissants de cet accord. Place sera alors aux questions-réponses, a dit le ministre de la Culture. Il importe de noter que l'accord conclu conduit à l'effacement de 95% des intérêts des dettes koweïtiennes et la conversion de 5% de celles-ci en investissements locaux et le remboursement de la dette initiale au bout des 20 prochaines années. Prenant la parole, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, dira à l'adresse des journalistes, vous n'êtes pas sans savoir que cet accord est le résultat d'un long processus difficile, parsemé d'obstacles, car la problématique du dossier des dettes accumulées par notre pays auprès du pays frère du Koweït date de 40 ans et que plusieurs gouvernements précédents ont essayé de régler ce problème sans succès. Donc, le mérite du règlement de ce dossier revient au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, aux contacts de haut niveau qu'il a menés et à ses efforts qu'il n'a cessé de déployer pour renforcer l'économie nationale et améliorer les conditions de vie des populations. De son côté, le ministre des Finances a évoqué les avantages importants de cet accord en comparant le taux d'annulation qui a atteint 95% avec les deux initiatives d'assainissement de la dette les plus populaires, à savoir l'initiative d'allègement de la dette des pays les plus pauvres qui a atteint 67% des dettes au début du millénaire et l'initiative multilatérale d'annulation de la dette qui représentait 90% des dettes en 2006, alors que cet effacement de la dette koweïtienne est de 95%. De même, a déclaré le ministre des Finances que cet accord pèsera sur les indices de la dette extérieure qui baisseront de 69,4%, ce qui est le taux actuel du PIB, le produit intérieur brut, pour descendre avec cet accord à 55,5%. Cela représente 13,9 points du PIB qui est
présentement de 7,4 milliards de dollars au vu des prévisions de l'année 2020. Il est à noter que ce dossier de la dette koweïtienne date des années 1970 et consistait en 2 prêts et un dépôt auprès de la Banque centrale de Mauritanie, où la valeur du premier prêt s'élevait à 46 millions de dollars, qui devait compenser l'apport de la société Miferma, tandis que le second emprunt s'élevait à 4,5 millions de dollars alloués pour couvrir la part du capital de la société SNIM. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Al-Dahi, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott en présence du ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahav, la remise des prix du concours d'excellence journalistique pour l'année 2021. Ces prix ont été remis lors de la cérémonie organisée par la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, APA, aux lauréats du concours de la presse écrite, de l'audiovisuel et des langues nationales. Abdul Adamaba. Ces prix ont été décernés à ces journalistes afin de soutenir l'excellence dans le secteur des médias et motiver les hommes des médias. Les différents sujets qui ont été primés traitent de la Covid-19. Ainsi, cette année, en plus de l'arabe et du français, des prix ont été décernés pour les productions en langue nationale. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a affirmé que le Fonds national de soutien à la presse privée est un mécanisme financier mobilisé par le gouvernement afin d'aider les entreprises médiatiques privées à jouer leur rôle comme un levier important dans l'évolution démocratique. Il a par ailleurs déclaré que le soutien alloué au comité du fonds public va être augmenté afin que cette structure puisse s'acquitter convenablement de sa mission. Le président du comité du fonds public, Mokhtar Mohammedan, a indiqué que ce concours tient à cultiver l'excellence, améliorer la production journalistique en motivant ces derniers. Il a ajouté que cette initiative est importante au vu de la place qu'occupe le coronavirus qui est devenu un sujet de prédilection dans les bulletins d'information des médias du pays et de l'étranger. La récipiendaire de ce concours pour la langue française, catégorie presse écrite, a été distinguée pour son papier sur la résilience des femmes en Nouakchott pendant la période du Covid-19. Et c'était un reportage qui n'était pas difficile vraiment de recueillir les interventions des gens sur le terrain. En tout cas, c'est un reportage encore qui a été produit 2 mois avant de le faire ressortir sur le site Initiative News. Je remercie beaucoup l'équipe technique et c'est moi qui a gagné, mais aussi c'est pour l'Initiative News. Et merci beaucoup. Saïdoul Habib, récipiendaire du prix pour la catégorie audiovisuelle, a apprécié cette initiative qui, dit-il, est un appui pour le secteur des médias. Quant à Belkhis Ismail, récipiendaire pour la catégorie presse écrite, elle a fait part de sa satisfaction pour ce prix qui, dit-elle, rentre dans le cadre de l'évolution et du développement des journalistes. La remise de ces prix constitue le couronnement du travail du Fonds public de soutien aux médias privés cette année. Ces prix en espèces et matériel informatique ont été remis aux ayants droit par les autorités qui ont pris part à cette activité. La commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Mahfouz El-Khatri, s'est rendue dans la ville de Rosso pour s'enquérir de visu des conditions des citoyens et du niveau de mise en œuvre des programmes et interventions publiques dans la wilaya du Trarza. Compte rendu d'Aminata Khan. L'objectif de la visite de la commissaire à la sécurité alimentaire à Rosso, capitale de la wilaya du Trarza, est de s'informer de la mise en œuvre des programmes et interventions publiques au Trarza. À cet effet, à peine foulé le sol de cette grande ville, la ministre s'est immédiatement rendue dans les magasins d'approvisionnement de la ville et s'est assurée de la disponibilité en quantité suffisante des denrées alimentaires. Sur place, elle s'est entretenue avec les citoyens qui bénéficient des services des magasins et qui ont exprimé l'importance du mécanisme d'approvisionnement en produits subventionnés qui soulagent leur pouvoir d'achat. Lors de son séjour à Rosso, la commissaire a rencontré les autorités administratives, les élus, les acteurs de la société civile et les représentants de la population. L'objectif de la rencontre était de prendre connaissance de leur évaluation des interventions et consigner leurs suggestions en faveur de l'amélioration de l'efficacité des actions conduites. Les participants ont exprimé leur satisfaction pour les interventions et les programmes mis en œuvre par le commissariat à la sécurité alimentaire au niveau de la wilaya du Trarza.
S'exprimant, la commissaire à la sécurité alimentaire a indiqué qu'il convient de souligner que jusqu'ici, 21 658 familles ont reçu des paniers alimentaires gratuits pour un total de 1170 tonnes. Le commissariat a également lancé, dira-t-elle, un processus de financement de 95 projets de développement et d'activités génératrices de revenus et fourni des tentes, des matelas et une aide alimentaire aux personnes récemment affectées par les pluies. Clôture aujourd'hui à Nouakchott des ateliers consacrés à l'échange et à la réflexion pour préparer les priorités du deuxième plan quinquennal de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité conjointe 2021-2025, organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Ces ateliers ont été consacrés à l'échange sur l'évolution du précédent plan quinquennal 2016-2021 et à la préparation des priorités pour le nouveau quinquennat. Les débats de ces ateliers de 4 jours ont été animés par de nombreuses personnalités, dont des experts nationaux, des représentants de partenaires internationaux et des leaders de la société civile. Le premier atelier était consacré à l'examen et à la discussion de l'axe environnemental, du développement durable et de la Grande Muraille verte, tandis que le deuxième atelier traitait de la connectivité des infrastructures rurales et urbaines et le troisième atelier traitait du secteur privé et des secteurs productifs et le quatrième atelier était consacré à l'éducation, la santé et la nutrition. Pour plus d'informations sur ce sujet, nous recevons pour vous dans nos studios M. Thiam Samba, ambassadeur itinérant. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Pouvez-vous revenir sur les principales recommandations de ces ateliers? Oui. Comme vous l'avez vous-même indiqué, il s'agissait donc de 4 ateliers sur 4 thématiques très importantes pour la SCAP pour la période 2021-2025, qui est la seconde tranche de la SCAP qui elle-même se déroule dans sa globalité de 2016 à 2030. L'idée était de préparer ces rapports thématiques pour appuyer le travail du cabinet international qui a été recruté pour préparer le plan d'action. Le cabinet lui-même arrivera en septembre et commencera à travailler à partir de cet instant-là. Mais je crois que le ministère des Affaires économiques a pensé de manière judicieuse qu'il était bon pour accélérer la cadence et pour bien orienter, asseoir ses priorités, de préparer ces rapports qu'on remettra au cabinet une fois sur place pour bien indiquer où vont les priorités des stratégies nationales mauritaniennes. Donc ces thèmes, comme vous l'avez indiqué, touchent des domaines très importants. Ils ne sont pas les seuls. Ils seront vus de manière beaucoup plus exhaustive par le cabinet une fois sur place. Exactement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Le deuxième plan quinquennal de la SCAP 2021-2025 était au centre de cette rencontre. Pouvez-vous nous dire quelles en sont les priorités? Oui. Vous savez, comme son titre l'indique même, c'est une stratégie pour une croissance accélérée et une prospérité partagée. Il s'appuie. Je vais insister beaucoup plus sur les aspects qui fondent même le programme du président, à savoir les secteurs productifs. Vous savez que notre pays est, par la grâce de Dieu, doté de ressources considérables en matière d'eau, en matière de terre arable et en matière de bétail, en matière de poissons. Même si ces ressources sont exploitées depuis de nombreuses années, la valeur ajoutée est encore relativement faible. Donc il s'agissait, entre autres, de réfléchir à la manière de rendre ces secteurs beaucoup plus productifs en investissant davantage et en, comment je dirais en anglais, unlock, ouvrir les contraintes qui inhibent le développement de ces secteurs. Mais vous avez parlé de la connectivité. Vous savez que pendant la Covid, si on n'avait pas atteint un certain niveau de digitalisation, le travail des administrations, les communications entre même les individus, les achats et ventes de certains de nos produits ne se feraient pas de manière. Donc il y a cet aspect-là. Il y a les aspects d'infrastructure. Vous savez que tous nos pays, la Mauritanie ne fait pas exception, ont un gap infrastructurel assez important. Comment attirer les investisseurs? Comment faire de telle sorte que le gap infrastructurel que nous avons puisse être comblé
à travers les stratégies que la SCAP va développer. Vous avez également parlé des aspects de l'environnement et de la Grande Muraille verte. Aujourd'hui, si vous regardez à travers le monde, les inondations, les feux qui ravagent certains pays, notre pays a une érosion des sols assez considérable et nous avons l'avancée du désert, plus d'autres contraintes climatiques qui nous touchent. Ces priorités axées sur l'environnement et sur la Grande Muraille verte vont devoir aider à combler ces lacunes. Mais la Grande Muraille verte, il n'y a pas que cela, il y a d'autres volets qui sont le volet agricole, le volet énergie, énergie solaire, etc. Donc c'est assez vaste. Voilà, dernière question. En quoi la stratégie adoptée sera-t-elle différente des précédentes? Cette fois-ci, je crois que ce qui est important, c'est de dire que nous allons tirer d'abord des enseignements de la première SCAP qui s'est déroulée de 2016 à décembre 2020. Cette analyse a déjà été faite. Il a été constaté les domaines dans lesquels des avancées ont été faites, d'autres dans lesquels il y a eu des retards. Et ces stratégies vont permettre maintenant de tirer profit de cette expérience pour réorienter. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que l'un des soubassements très importants, comme je disais encore, et qui va être une composante catalysatrice, c'est le programme prioritaire du président qui devrait permettre d'accélérer les réformes dans beaucoup de domaines. Et donc, il y a une combinaison d'éléments qui vont être beaucoup plus, je crois, positifs pour cette deuxième SCAP, en tirant profit de l'expérience passée que la dernière. Très bien. Avez-vous quelque chose à ajouter, Excellence? Non, merci. Merci à vous. Merci. Okay. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeid El-Abidine Ould Cheikh Ahmed, a participé à la conférence des entrepreneurs francophones organisée par la Confédération des entreprises de France du 24 au 25 août. La conférence a été sanctionnée par une déclaration dite Déclaration de Paris sur le renforcement de la francophonie économique, signée par le président de l'UNPM et ses autres homologues francophones. Compte rendu d'Abdoulaye Adamaba. Cette rencontre des entrepreneurs francophones a réuni plus de 600 présidents, directeurs généraux d'entreprises de 31 nationalités et a été sanctionnée par la Déclaration de Paris sur le renforcement de la francophonie économique. Il s'agit ainsi de la mise en place d'une plateforme permanente de dialogue et de coordination des patronats francophones. Cette conférence a principalement abordé le rôle économique et les perspectives de développement des économies et ressources de l'espace francophone. Le président de la Fédération des entrepreneurs français a fait part de la nécessité de valoriser les entreprises de l'espace francophone, ce qui, dit-il, doit être incarné par le biais de partenariats et échanges commerciaux entre acteurs. Ce type de rencontre fait que renforcer les liens et la coopération entre nos institutions dont l'un des objectifs est de développement des échanges commerciaux entre nos pays. Et comme vous le savez, les pays G5 Sahel sont confrontés à nombreuses difficultés. Pourtant, cette zone recèle importantes ressources naturelles, connaît une forte demande d'infrastructures, dispose d'une population jeune et un potentiel agropastoral. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à nos bailleurs et partenaires pour s'investir davantage dans cette zone. Les différents intervenants ont appelé à la mise en place de comités de pilotage afin de structurer cette plateforme jusqu'à la tenue du prochain sommet au mois de novembre prochain à Djerba en Tunisie. Lancement aujourd'hui dans la Mourata d'Arafat, relevant dans la wilaya de Nouakchott Sud du processus de stockage d'informations et d'examen des données relatives aux fichiers sélectionnés qui profitent à leurs propriétaires dans le cadre du volet opérationnel du programme Mes priorités du président de la République. Ce sont plus de 4000 jeunes qui bénéficieront de ce projet au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud. Retour à Aminata Khan. Installation de la commission régionale chargée de la composante emploi qui figure dans les projets Mes priorités du président de la République dans la wilaya de Nouakchott Sud. L'installation de ce projet a été supervisée par le wali de la wilaya
de Nouakchott Sud, Mohamed Oulsalek, accompagné du directeur de l'ANAPEJ, Mohamed Iyi Sidati. L'opération consiste en l'enregistrement de données relatives aux citoyens inscrits sur les listes des personnes désireuses de bénéficier des interventions. Plusieurs projets seront financés au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud. Elles comprennent la mise à disposition de tricycles, Meshroui, Mustaqbeli et le soutien aux petites et moyennes entreprises. En marge de la cérémonie, le wali de la wilaya de Nouakchott Sud, Mohamed Ould Salek, a déclaré que le projet vise à créer des opportunités d'emploi au profit des jeunes pour lutter contre la pauvreté et le chômage. Il s'est dit confiant que les financements qui seront octroyés contribueront à relever le défi qu'est l'emploi des jeunes. Par ailleurs, il a exhorté les membres de la commission à faire preuve de transparence dans toutes les phases de l'opération. Lui succédant, le directeur de l'ANAPEJ, Mohamed Ould Iyi, a assuré que toutes les mesures ont été prises afin de garantir la transparence et le respect des critères relatifs au traitement du dossier. En outre, il a indiqué qu'il est attendu que ce projet, mes priorités, fournisse 50 000 emplois en 3 ans. Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines localités du pays. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 235 nouveaux cas positifs de Covid, dont 10 cas positifs contacts et 225 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 273 sorties. Et malheureusement, nous avons enregistré 9 décès. Par rapport au cumul des cas depuis le début de la pandémie, nous avons enregistré 32 721 et les sorties 29 776 ainsi que les décès 693. Par rapport aux cas actifs aujourd'hui, nous avons 2752 cas actifs, dont 2635 cas asymptomatiques et 58 cas cliniquement simples et 59 cas graves ou critiques. Par rapport à la répartition des cas selon le Muqata'a du pays, nous avons enregistré dans les dernières 24 heures un cas à Mourj, un cas à Timbetra, un cas à Barkewal, 3 cas à Guérou, un cas à Kankossa et Kifa, 2 cas à Kayhedi, Mongel 3 cas, Elag 3 cas, Babébé 1 cas, Bougué 7 cas, Boutilimi 3 cas, Kermessein, Ouadnaga, Rosso, Oujeft 4 cas, Atar 7 cas, Shingirti 2 cas, Wadan 1 cas, El-Shami 2 cas, Nouadhibou 28 cas, El-Mijriya 7 cas, Tijikje 5 cas, Selibabi 3 cas, Bir Magrain 3 cas. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 8 cas à Zouerat, 6 cas à Gjoujet, 8 cas à Sabkha, 25 cas à Tabraq Zaina, 12 cas d'Arnaïm, 11 cas Tayaret, 17 cas Toujounine, 33 cas à Rafat, 1 cas à Mina et 11 cas à Riyad. Par rapport aux tests effectués durant les dernières 24 heures, nous avons effectué 2270 tests, dont 1749 TDR
et 519 PCR. Par rapport aux 10 000 de tests réalisés depuis le début de la pandémie, nous avons 319 098 tests de TDR et 136 123 de type PCR. Par rapport à la vaccination, nous avons aussi enregistré durant les 24 heures 4025 primo-vaccinés, c'est-à-dire les gens qui ont reçu leur première dose, qui portent le nombre de gens qui ont reçu leur vaccin de première dose à 236 152. Ainsi que nous avons aussi vacciné durant les dernières 24 heures 6 818 de deuxième dose, ce qui porte le totalement vacciné à 312 994 000. Les centres de vaccination contre le coronavirus à Nema connaissent une importante affluence des citoyens venus prendre leur dose de vaccin. Les autorités sanitaires expliquent cette affluence par la prise de conscience des citoyens de l'importance et de la nécessité du vaccin comme un moyen de lutte contre la pandémie. Compte rendu de Mohamed Khattab. Une affluence continue et de plus en plus grande au centre de vaccination de Nema après que la semaine nationale de vaccination ait été clôturée. Sans doute parce que les populations sont de plus en plus conscientes de la nécessité de se faire vacciner contre le coronavirus. Les autorités sanitaires enregistrant un pourcentage plus élevé de personnes vaccinées après cette semaine. Nous avons constaté, dit cette infirmière, qu'il y a une plus grande affluence cette semaine, sachant que nous avons vacciné plus de 200 personnes venues prendre la première dose et plus de 100 personnes pour la deuxième dose. C'est un constat sans appel de l'éveil grandissant des populations, bien que la semaine nationale de vaccination soit terminée. C'est une affluence constatée autant chez les personnes âgées que chez les jeunes qui ont pris conscience de l'importance de la vaccination pour se prémunir contre le coronavirus. Il est à noter que la Muqata'a de Nema a réalisé le plus grand taux de vaccination avec 102% au cours de la semaine nationale de vaccination, ce qui dénote d'un éveil certain des populations qui se renforce avec cet engouement constaté même après la fin de la campagne nationale de vaccination. Toute ma famille s'est vaccinée et je suis le dernier à venir prendre le vaccin, dit ce monsieur. Je n'accordais pas d'importance à la vaccination, mais tous mes amis ont pris le vaccin et je me suis résigné à en faire autant, dit ce jeune homme. J'ai déjà pris une première dose et je viens prendre la deuxième, dit cette femme, pour me protéger contre la Covid-19 et je ne m'en plains pas. Depuis le lancement des campagnes de vaccination, la wilaya du Hod Sharia a réalisé plus de 47 000 vaccinés, surpassant de loin les objectifs recherchés. Dans la wilaya du Trarza, l'application des mesures barrières pour freiner la pandémie du coronavirus a imposé un nouveau style de circulation des personnes au niveau du bac de Rosso. Compte rendu de Bokar Bailaba. Ces temps-ci, c'est le terme vaccination contre le coronavirus qui est quasiment sur toutes les lèvres. Une réalité qui ne doit pas faire oublier la campagne de sensibilisation sur la prévention contre le virus. Au débarcadère de Rosso, l'accent est mis justement sur la sensibilisation. Les éléments en charge de cette opération n'ont pas choisi le lieu par hasard. Le flux incessant de passagers entre notre pays et le Sénégal fait peser le risque de contraction du virus. D'où le quadrillage de l'endroit afin que personne ne puisse passer entre les mailles du filet. Qu'on soit passager ou travailleur au niveau du débarcadère, tous doivent respecter les mesures préventives. Abdallah Outeyaki est membre du comité de sensibilisation au niveau du débarcadère de Rosso, affirme que l'endroit est un grand point de passage et cela exige beaucoup de sensibilisation. Pour cela, des éléments arpentent l'endroit pour que tous les passagers soient conscients de la nécessité du respect des gestes barrières. En cette période marquée par la recrudescence des cas de contamination, tout ce qui suscite des attroupements n'est pas souhaitable. D'ailleurs, c'est le sentiment exprimé par Saoudat Mit Issa qui rappelle que le respect des mesures préventives permet de venir à bout du virus. En somme, la campagne de sensibilisation sur les mesures préventives reste en l'état, même si la vaccination contre la Covid-19 bat son plein.
Dans le cadre de l'effort national de lutte contre le coronavirus, la direction régionale des douanes de Nouadhibou poursuit sa campagne dans le port autonome de Nouadhibou et dans les postes situés entre Boule-Noire et Nouadhibou. Compte rendu de Hourel Mouela. La campagne de sensibilisation des populations contre la Covid-19 bat son plein dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Ici sur la route de Nouadhibou-Boule-Noire et plus précisément au bureau de la zone franche, les éléments de la douane mènent des opérations de sensibilisation et distribuent des masques aux citoyens et aux étrangers. L'inspecteur principal, M. Mohamed Reminou Lebou, a indiqué que dans le cadre des mesures de précaution prises par les autorités locales de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, la Direction générale des douanes a, selon les recommandations du ministère de la Santé, réduit le nombre d'employés. Nos employés et tous les visiteurs du bureau sont obligés de porter leur masque et tous nos employés, dit-il, sont vaccinés. Au poste frontière 55, les douaniers ont élevé les niveaux de vigilance dans leur bureau. Ils exigent des voyageurs de mettre des masques. Ce transitaire a indiqué que personne ne peut entrer dans la ville sans avoir une attestation de vaccination. Pendant les heures de travail, les services appliquent la distanciation physique conformément au protocole sanitaire appliqué par la Direction générale des douanes. Par cette campagne, la douane nationale contribue à sa manière à l'effort national de lutte contre la Covid-19. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya El-Cheikh Mohamed Val, a supervisé aujourd'hui l'installation de la commission régionale chargée de la mise en œuvre du volet emploi du programme Aoulawiyati. L'objectif est de financer des activités génératrices de revenus au niveau de la wilaya. Aminam Takhlil. Au niveau de Dakhlet Nouadhibou, la présente réunion intervient dans le cadre du plan national de lutte contre le chômage. Son objectif étant de désigner le comité régional chargé du suivi des dossiers pour les différentes composantes de l'emploi annoncées antérieurement. S'exprimant pour l'occasion, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya El-Cheikh Mohamed Val, a affirmé que l'une des caractéristiques principales de ce comité est l'impartialité et la transparence dans la sélection des dossiers de candidature. Il a également affirmé que l'objectif du gouvernement de créer 52 000 emplois sur une durée de 30 mois est la raison pour laquelle a été créé ce comité régional qui supervisera la mise en œuvre de cette recommandation au niveau de la wilaya. La justice et la transparence, affirme le wali, seront les seuls critères déterminant la sélection des dossiers. Le coordinateur du guichet de l'emploi, El Khori Ould Greimish, a de son côté expliqué que le coût d'envoi des présélections des dossiers de candidature a été donné par le wali à partir de l'agence qui met en place un dossier numérique pour chaque candidat afin d'identifier ceux qui réunissent les critères requis pour bénéficier des financements de projets. Plus de 10 000 dossiers ont été réceptionnés au niveau de l'agence, distribués entre plusieurs composantes. Mon projet, mon avenir, Mihnati, le fonds de l'entrepreneuriat, ainsi que le fonds d'emploi des jeunes. Le wali adjoint du Gorgol a supervisé aujourd'hui l'opération de distribution de fonds destinés à financer des projets au profit de regroupements de femmes et de personnes en situation de handicap. Retour à Minam Takhlil. Touman Ahmed Challah se dirige sûrement vers la réalisation de son projet agricole, dans le cadre d'une association féminine bénéficiaire d'un financement octroyé par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. J'adresse, dit-elle, l'expression de ma plus profonde gratitude aux responsables du secteur pour leur appui matériel concret que nous utiliserons pour réaliser notre projet agricole dont nous avons longuement rêvé. Un rêve devenu réalité pour les bénéficiaires qui vont investir l'argent perçu pour acquérir une indépendance matérielle et économique. Le présent projet vise l'aide au groupement associatif féminin et des personnes handicapées dans la wilaya du Gorgol. Le wali Moussaïd de la wilaya du Gorgol a précisé que les groupements bénéficiaires des financements sont au nombre de 13, pour un montant global de 965 000 nouvelles ouguiyas. La valeur minimale par financement étant de 50 000 nouvelles ouguiyas. De son côté, le maire de la commune de Kayhedi a affirmé que les prêts octroyés aux associations contribueront à l'amélioration de l'économie de la wilaya, et ce, à travers la création de nouveaux projets de développement dans la zone. Pour Amadou Samba, le prêt qu'il a reçu permettra à son association de personnes vivantes avec un handicap d'avoir l'opportunité de produire et d'être des membres encore plus actifs de la société. Des financements octroyés sous forme de prêts à rembourser sur 20 tranches avec une période de grâce de 4 mois, un réel coup de pouce à l'économie locale et une déclaration concrète de solidarité envers les femmes rurales et les personnes handicapées.
À Zouérat, les travaux d'un atelier de formation à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ont débuté ce matin dans les locaux du club des Faucons. L'atelier est organisé par le département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille au profit des acteurs des plateformes multisectorielles. Compte rendu de Mohamed Khattab. C'est un atelier de formation des acteurs des plateformes multisectorielles sur la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle en tant que facteur important et essentiel de la société qui se tient à Zouérat. Pour le directeur de cabinet du Wali du Tirzamour, M. Abdelfattah Ahmed, la violence faite aux femmes et aux filles est un fléau et une tare qui bafoue les droits de la personne que nous devons combattre, dit-il. Les femmes et les filles sont des composantes essentielles et indispensables à la société. Nous devons veiller à leur protection, leur santé, leur espoir et leur dignité et leur permettre une participation pleine et effective et une égale opportunité dans les postes de décision. L'atelier qui dure 2 jours devra permettre l'installation et la formation d'une plateforme spécialisée dans la lutte contre la violence basée sur le genre, englobant les représentants des secteurs concernés, notamment la société civile et les activistes des droits de l'homme. Selon la directrice de la famille, de la promotion féminine et du genre au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Lebnik Soule, la violence basée sur le genre est de plus en plus présente dans notre société, détruisant les familles qui connaissent des comportements étrangers à notre histoire, où la femme a toujours été choyée, chouchoutée, considérée et dorlotée. De son côté, Khadijatou Cheikh Lo, chargée du programme Genre et des droits de l'homme au programme des Nations Unies PNUD, a loué l'intérêt accordé par les autorités mauritaniennes aux droits de la femme à travers la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles, notamment basée sur le genre, se félicitant de la coopération entre le PNUD et la Mauritanie. Le maire adjoint de Zouérat s'est déclaré quant à lui heureux d'assister à cette installation d'une plateforme spécialisée dans la lutte contre la violence des femmes basée sur le genre. Il est attendu que cette plateforme joue un rôle déterminant dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le Tirzamour. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Des membres du gouvernement affirment au cours d'une conférence de presse que notre pays a conclu un accord définitif avec l'État frère du Koweït pour régler le dossier de nos dettes accumulées. Le Fonds national de soutien à la presse à travers la APA prime les journalistes qui se sont distingués au cours de l'année 2021. Les centres de vaccination contre la Covid-19 connaissent une affluence notoire ces derniers jours. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritanien.